et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et merci infiniment de nous choisir encore en ce jour pour la réflexion hebdomadaire. Rencontre échange de vos numéros. Nous allons parler des sujets d'actualité. Et l'actualité chez nous, c'est toujours marqué par l'installation du tout nouveau Sénat de l'histoire politique de notre pays, avec la 5e République en gestation et donc les institutions qui doivent consolider ces nouvelles rubriques qui sont en train d'être mises en place. Et depuis le 6 mars dernier, le Sénat a fait officiellement son entrée sur scène. Et pour en parler aujourd'hui, le regard de la presse, des médias, des analystes politiques sur le Sénat togolais, le tout premier, je reçois pour vous, pour décrypter cette actualité, Firmin Teko Agbo, il est journaliste, chroniqueur politique. Firmin, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour Gérard Wilson, merci de m'avoir invité. C'est cela. C'est avec vous qu'on va faire le tour d'horizon des questions d'actualité, en commençant par le sujet brûlant de l'heure, l'installation de tout nouveau Sénat dans notre pays. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Quel regard portez-vous sur cette nouvelle institution qui vient de naître? Donc mon analyse, c'est sur deux volets. Le premier volet, c'est subjectif. C'est par rapport à moi. Vous savez, depuis que nous sommes nés, nous n'avons pas vécu dans un pays où il y avait un Sénat. Donc on apprenait que le Sénat, ça existait dans les autres pays, ça existait entre-temps au Sénégal, ça existe en France, aux États-Unis et dans plusieurs pays de par le monde. Et pour nous, nous un peu jeunes, c'est notre première fois de vivre. C'est-à-dire que vous êtes heureux d'être témoin de cet événement, de l'avènement du Sénat, premier Sénat? Oui, bien évidemment, je suis très heureux. Je suis très heureux, c'est pour ça que je le dis, c'est à titre subjectif quoi. Je suis très heureux de vivre dans un pays où on a un parlement bicaméral avec l'Assemblée nationale et un Sénat. Donc pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Vous savez, quand on était encore très jeune, on était petit, on allait à l'école, quand vous marchez doucement, il ne marche à pas de sénateur. Donc un sénateur, c'est qui? Donc c'est quelqu'un de prestigieux. Et donc si on arrive à avoir aujourd'hui cette chambre-là, que nous appelons chambre haute ou chambre prestigieuse, nous c'est tout à fait sérieux d'être très heureux. Nous sommes très heureux, moi je suis très heureux d'avoir un pays où on a un Sénat. Le deuxième volet, c'est cet objectif. Vous savez, nous avons opté, peut-être nous allons en parler, nous avons opté pour un régime parlementaire. Ce n'est pas une première fois, on l'a déjà expérimenté en 58 et pendant la transition aussi, nous allons en parler si vous le permettez. Et aujourd'hui, nous avons opté pour un régime parlementaire tout entier. Et donc, on ne peut pas faire le régime parlementaire sans le Sénat. Parce que dans le pays qui a inventé le régime parlementaire, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, il y a un Sénat, il y a un Parlement, il y a la Chambre des communes qu'ils appellent la Chambre des communes qui est la Chambre des représentants et la Chambre des lords. Oui, c'est-à-dire qu'ils appellent le Sénat là-bas. Donc, ce sont eux qui ont inventé le régime parlementaire. Et si nous aussi, nous avons opté pour ce régime parlementaire, il est tout à fait normal que nous disposions d'un Sénat, parce que dans le régime parlementaire, le débat, c'est entre le gouvernement et le Parlement. Et le Parlement doit être bicaméral. Le débat doit être tellement chaud. Si ça ne va pas au Parlement, si ça ne va pas à l'Assemblée nationale, il faut qu'on envoie aux sénateurs pour qu'ils puissent avoir leurs yeux sur le sujet qui essaie de diviser. Donc c'est tout à fait normal qu'on dispose d'un Sénat. On ne peut pas avoir un régime parlementaire sans le Sénat. Ce ne serait pas trop intéressant. C'est-à-dire que pour ça, fait partie d'un dynamisme démocratique, n'est-ce pas? Oui, c'est un dynamisme. Ça va dans le jeu, oui. Oui, c'est démocratique. Vous avez juste trouvé le mot dynamisme démocratique. Ça veut dire que la démocratie va être beaucoup plus dynamique. Parce qu'entre-temps, peut-être c'était l'Assemblée nationale juste. Donc peut-être ils se croyaient tellement puissants. Donc ils avaient le dernier mot. Maintenant, aujourd'hui, on élargit le champ de discussion. Entre-temps, peut-être c'était 100. On a peut-être 108 députés aujourd'hui. 108 députés aujourd'hui. Et de l'autre côté, le débat ne va pas s'arrêter à ces 108 députés. Le débat va s'élargir à plus de 61 encore. Mais si tout est acquis à la mouvance et au régime en place, oui. Théoriquement, quand on prend l'Assemblée nationale, quand on voit la configuration du Sénat, bon, qu'est-ce qui a changé concrètement pour qu'il y ait un débat démocratique? Non, vous savez, ceux qui ont opté pour le régime parlementaire, c'est parce que peut-être arrivé à un moment donné, ils se sont dit que peut-être il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a peut-être la population n'est pas satisfaite à 100%. La population n'est pas à l'aise. Alors qu'est-ce qu'il faut d'une manière ou d'une autre? Il faut encore peut-être
plus de personnes pour pouvoir débattre à l'Assemblée nationale et aussi d'autres personnes au niveau du Sénat 61 pour que des idées puissent être mises. Peut-être ceux-là qui étaient là à 80, entre-temps, l'UNIR seul avait 80, dans l'ancienne législature, l'UNIR avait peut-être 80, plus de 80 députés ou moins. Et on a vu la gouvernance. Aujourd'hui, ils ont demandé à ce que le nombre là soit porté à 113. Et aujourd'hui, il faut encore ajouter 61 personnes. Donc, ils se sont dit peut-être qu'en réalité, le nombre qu'on avait, ça ne nous permettait pas d'avoir peut-être une large vue sur les questions d'actualité, sur des projets que nous avons essayé d'élaborer ou d'exécuter dans le pays. Mais il faut élargir ce champ-là. On peut avoir peut-être, on peut être dans le même parti, mais avoir des divergences d'opinion. Vous savez, la Chine, c'est l'un des pays les plus fermés au monde. C'est un seul parti politique, le Parti communiste chinois. Vous savez, vous êtes dehors comme ça, vous êtes à la télévision, vous êtes à la radio, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de divergence d'opinion par rapport à la gouvernance de Xi Jinping, le président chinois. Mais au niveau du Parti communiste chinois, c'est tout un débat. C'est des débats, c'est houleux. Parce que c'est là de l'avenir de la Chine dont il est question. Donc il faut que des têtes émergent des idées. Donc Xi Jinping, il se met à l'écart et il voit des gens émerger des idées divergentes. Et c'est à l'issue de cette discussion qu'on essaie d'avoir une certaine synthèse pour dire voilà, c'est ce que nous optons pour notre pays. C'est ça qui va permettre à la Chine de rayonner de par le monde. C'est les mêmes personnes. C'était les membres d'un seul parti. C'est un seul parti. Mais vous voyez comment la Chine est aujourd'hui. Vous voyez comment la Chine se positionne. Tous les États-Unis ont peur de la Chine. Tout le monde a peur de la Chine. Mais dans les conditions qui sont les nôtres, hein, dans nos conditions, l'histoire politique de notre pays, vous la connaissez aussi bien que moi. Alors, tout ce que vous développez là, est-ce que ce n'est pas trop beau? Vous pensez qu'un système peut s'ouvrir comme ça, des débats contradictoires internes? Oui, oui, vous savez, c'est une question de bonne volonté et de la vision que porte le numéro 1 de ce pays. Si le chef de l'État se dit, aujourd'hui, je veux construire une Chine en Afrique de l'Ouest. Je veux construire peut-être, entre guillemets, les États-Unis avec mon pays en Afrique de l'Ouest. Il peut le faire. C'est une question de volonté et c'est une question de vision. Et si le chef de l'État est arrivé aujourd'hui à avoir un régime parlementaire, ou bien, tout en ayant la majorité, la large majorité, et aujourd'hui, avec toutes les réformes qu'il essaie d'opérer par-ci, par-là, moi je me dis peut-être qu'il a cette vision. Et aussi, il doit avoir cette vision parce que vous savez, nous avons un chef d'État qui vient de faire 20 ans au pouvoir. Et regardez toutes les critiques qui sont érigées à son endroit. Toutes les critiques qui fusent à son endroit. Les gens disent qu'il a fait 20 ans au pouvoir. Mais les gens oublient aussi que le pays venait de très loin. Plus de 15 ans de rupture de la coopération. Tous les indicateurs étaient au rouge. Mais là, il a pris le pays dans un contexte extrêmement difficile. Il a fait revenir des élections législatives dans des conditions extrêmement difficiles, mais jugées transparentes par la communauté internationale. Et c'est à partir de ça que les institutions de Bretton Woods sont revenues. Et après, on est devenu PPT, on est devenu solvable. On a commencé par nous reprêter de l'argent. Et il a essayé de faire relever le pays jusqu'à un niveau aujourd'hui. C'est normal qu'on nous compare au Bénin. C'est normal qu'on nous compare en Côte d'Ivoire, au Ghana. On dit oui, là-bas, ça va. Mais ces pays, ce que les gens oublient, c'est que ces pays n'ont pas vécu la même expérience que nous. 15 ans de rupture de coopération, où vous êtes laissé à vous-même. Le Sénégal n'a pas vécu ça. 15 ans de rupture de coopération, où vous êtes laissé à vous-même, le Bénin n'a pas vécu ça. 15 ans de coopération, où vous êtes laissé à vous-même, le Ghana n'a pas vécu ça. Mais on a vécu, on a épongé toutes nos dettes, on a épongé nos arriérés, mais on s'est relevé. Donc, il a pris pratiquement 10 ans pour régler des problèmes. Plus de 10 ans pour régler des problèmes. Et c'est à partir de peut-être 2015 qu'il a commencé par relancer de grands projets pour essayer de relever le pays. Donc, c'est normal que les gens le critiquent. C'est normal que les gens lui disent, monsieur, vous avez passé 20 ans au pouvoir. Vous savez, celui-là qui est né en 2005 a tous les droits pour pouvoir critiquer le président. Parce qu'il se dit, il a passé 20 ans. Parce que lui, il n'a connu que le président de la République. Il n'a pas peut-être l'histoire du pays. Donc, c'est normal que les gens le critiquent. Et sachant pertinemment, étant conscient que les gens le critiquent, Fonissimo doit se dire non. Mais il faut que maintenant j'aille de l'avant. J'ai essayé de régler un certain nombre de choses. Maintenant, il faut que je fasse décoller le pays. Alors, pour ce pays-là, il a besoin de débat.
Même s'il n'a pas une opposition à une majorité à l'Assemblée nationale, il se dit j'ai besoin de débat, j'ai besoin de gens sérieux à l'Assemblée nationale, j'ai besoin de gens sérieux au Sénat. Oui, pour pouvoir émettre des idées, pour pouvoir critiquer tous mes projets, parce que nous voudrons construire une Chine, parce que nous voudrons construire les États-Unis de l'Afrique de l'Ouest. S'il est dans cette dynamique, moi je peux dire que ça peut aller. Les Chinois, en fait, vous savez, ce que nous essayons de promouvoir au niveau de nos centres de recherche de géopolitique internationale, c'est le patriotisme. Si le président de la République, il est un patriote, comme Xi Jinping, qui s'est entouré aussi de patriotes, et Sifon Yasingbe aussi est un patriote, et qui s'entoure de patriotes, des gens qui partagent sa vision, des gens qui partagent son ambition, moi je peux vous dire que dans 5 ans, dans 10 ans, le Togo va commencer par décoller. C'est cela. Donc on a suffisamment fait l'expérience des anciens systèmes politiques, on en a tiré les leçons, et donc vous pensez qu'il est de bon ton qu'on change, n'est-ce pas, de système pour faire cette expérience de régime parlementaire. Oui, vous savez, le premier régime parlementaire, le premier régime que nous avons eu, après les législatives de 1958, dans l'histoire du Togo, Faure Gnassingbé n'était pas encore né. C'est le régime parlementaire. Sylvanus Olympio, il était en prison, il n'a pas participé aux législatives. On a fait les élections législatives, on l'a sorti de prison, c'est le CUT qui avait gagné, on l'a nommé Premier ministre. On a vu l'expérience. Sylvanus Olympio, il a muté tout de suite en régime présidentiel. Si vous lisez sa constitution du 9 avril 1961, c'est une constitution présidentialiste. Il était l'homme puissant. L'article 43 dit qu'il est le commandant des forces armées. Vous imaginez, le commandant suprême des forces armées. C'était un régime présidentialiste. Il est mort. Après, on a vu un régime présidentiel avec Grunitzky. Après, on a vu Eyadema avec tout ce que nous avons connu. Maintenant, pendant la transition, on a essayé d'avoir le régime parlementaire. Et au sortir de la transition, on a essayé d'avoir une constitution, un régime semi-présidentiel. Dans le régime semi-présidentiel, c'est ce que nous avons en France. Il y a un président et un premier ministre qui se partagent les pouvoirs. C'est ça qui est un peu difficile quelquefois. Des fois, on dit par exemple, l'article 20 de la Constitution française dit le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Or, le président de la République est là. Vous imaginez, vous êtes élu président de la République. Et vous nommez un premier ministre, peut-être qu'il n'est même pas élu. À l'époque, au suffrage universel. Au suffrage universel. Je parle de la France avant de revenir au Togo. Vous imaginez, vous êtes un président de la République élu directement par le peuple. Vous avez maintenant un premier ministre qui n'est même pas élu, vous le nommez, et après la Constitution dit, c'est lui qui détermine et conduit la politique de la nation. C'est un peu difficile. Il y a contradiction. Pardon? Il y a contradiction. Il y a contradiction. Ça veut dire le président de la République et le premier ministre ne vont jamais s'entendre. Le président se dit, c'est ça, Sarkozy dit, mais c'est moi qui suis élu, ce n'est pas lui. Mais pourquoi on dit que c'est lui qui doit déterminer, conduire la politique de la nation? Parce que celui qui est comptable devant le peuple, c'est moi. C'est moi le patron, ce n'est pas lui. Vous imaginez, il est mon collaborateur. Et voilà, c'est ce que nous avions au Togo. Et vous savez ce qu'il y a demain à faire? C'est pour cela que la Constitution de 92, version originelle, a vraiment gêné Yadema. Sous la version originelle, on a dit le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Mais Yadema, le 31 décembre 2002, a dit, on a ajouté sous l'autorité du président de la République, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. C'est à partir de ce moment que Yadema est redevenu puissant et donc on a un premier ministre valé. Là, les choses peuvent se comprendre. Mais il y a toujours théoriquement, le premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire. Exactement. Lui aussi, il est élu. Oui, il est élu, oui. C'est ça en fait. On dit, avant, sous l'ancienne constitution, on dit le chef de l'État, il nomme premier ministre, chef du parti majoritaire. Oui. Ou il nomme un premier ministre dans la majorité. Ça dérangeait Yadema. Maintenant, quand on a modifié la constitution, on dit le président de la République nomme le premier ministre. Ça veut dire, vous pouvez aller aux législatives. Vous pouvez avoir la majorité opposition. Mais le président de la République n'est pas obligé de nommer premier ministre dans la majorité. Il peut nommer son garagiste premier ministre. Parce qu'on dit le président de la République nomme le premier ministre. Il peut nommer son chauffeur premier ministre. C'est la Constitution qui le dit. Donc c'est comme ça, c'est ce qu'on a fait de la Constitution de 1992. Et maintenant aujourd'hui, Faure Gnassingbé sait pertinemment que cette Constitution elle est conflictuelle. Vous savez, moi j'ai toujours dit que la Constitution française là, personne n'arrive à s'en sortir. Si vous le permettez, je vais vous dire ceci. Vous savez, vous pouvez nous dire exactement là, le régime dans lequel la Côte d'Ivoire se retrouve. Il n'y a pas de nom. Vous savez, il y a 3 régimes. Je vais le dire en 2 secondes. Oui. Il y a le régime présidentiel. Dans ce régime, il y a la séparation stricte des pouvoirs. Le président, il est puissant, le Parlement, il est puissant, et la justice, elle est puissante. C'est ce que nous avons aux États-Unis. Il y a le régime présidentiel. Il y a le régime semi-présidentiel. C'est ce que nous avons en France. Il y a le président de la République, il y a le Premier ministre, les deux se partagent le pouvoir. Maintenant, il y a le régime parlementaire, où on a un roi ou un président de la République qui n'est pas trop puissant. Mais on a un premier ministre, ou un chancelier, ou un président du conseil puissant. C'est ça les 3 types de régime. Maintenant, regardez en Côte d'Ivoire. Avec la modification ou la révision constitutionnelle de 2020,
qu'a opéré Alassane Dramane Ouattara. Vous savez ce qu'on a? On a un président de la République, on a un premier ministre et on a un vice-président. Dans quel pays on est? C'est aux États-Unis que vous pouvez avoir un président, un vice-président, parce que c'est un régime présidentiel. Maintenant, ici, on a un président de la République, on a un vice-président. En réalité, théoriquement, ça doit être un régime présidentiel. Maintenant, dans ce même pays, on a encore un premier ministre. Or, c'est dans le régime semi-présidentiel qu'on a un premier ministre. Donc, ça veut dire, dans ce pays, il y a une partie du régime semi-présidentiel, il y a une partie du régime présidentiel, oui, semi-présidentiel et présidentiel. C'est tout un cafouillage institutionnel. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Nous allons au Sénégal. Avant que Macky Sall ne quitte le pouvoir, il avait supprimé le poste de Premier ministre sous la Constitution de 2019. Parce qu'il se disait qu'en réalité, il n'arrivait pas à s'en sortir avec le Premier ministre. Donc c'est pour cela que quand Ousmane Sonko est arrivé, il a demandé à ce qu'on... Les parlementaires lui ont dit, monsieur, venez faire votre déclaration de politique générale. Il dit non, la loi qui est là, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne reconnaît pas le poste de Premier ministre. Parce que sous la constitution de Macky Sall, selon la constitution de Macky Sall, il n'y a pas un poste de Premier ministre. Donc Macky Sall a inventé une constitution où il n'y a même pas de nom. Donc en réalité, les Togolais aujourd'hui se sont dit, ou ceux qui dirigent le Togo se sont dit, non, il faut aujourd'hui que nous allions à un autre type de régime, parce que peut-être c'est ça qui va nous aider. Et moi, je demande à ce qu'on ne s'arrête pas là. Parce que ce que nous avons demandé au niveau de notre centre de recherche de géopolitique internationale, c'est qu'il faut qu'on adapte nos constitutions, nos tests à nos réalités. Si les États-Unis sont arrivés aujourd'hui à ce niveau, c'est parce qu'ils se sont dit, non, nous sommes dans un pays où il faut un peu de représentation, un peu partout. Il faut que tout le monde se représente. C'est le régime semi-présidentiel que nous avons, que nous devons avoir, qui peut nous aider. Les Français se sont dit, au sortir de la guerre, il faut avoir un régime semi-présidentiel, et c'est cela. Maintenant, nous, sur quoi on se base pour avoir notre régime? C'est parce qu'en réalité, dans les années 90, les gens sont revenus de France, ils se sont dit, la France, c'est elle qui a le meilleur régime, alors que ce n'est pas le meilleur régime. C'est un régime qui est conflictuel. Dans la leçon du pouvoir de François Hollande, François Hollande dit non, ce régime présidentiel n'est plus adapté à nos réalités. Il faut qu'on le change. Mais je vais vous faire cette confidence. Vous savez, la Constitution française, elle est modifiée déjà à plus de 25 fois. Ça veut dire que les Français n'arrivent toujours pas à s'en sortir. D'avoir aujourd'hui un régime parlementaire au Togo, moi je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais il faut que les dirigeants, ceux qui dirigent, soient d'une certaine bonne foi, qu'ils aient l'esprit de patriotisme, qu'ils se disent, nous voudrons construire un Togo moderne, nous voudrons construire un Togo technologique, nous voudrons construire un Togo qui s'adapte aux réalités du 21e siècle, nous voudrons construire un Togo où il y a l'IA, nous voudrons construire un Togo où le peuple est à l'aise, nous voudrons construire un Togo pour les Togolais, pour que les Togolais se sentent à l'aise. C'est ça l'ambition. Si on arrive à avoir cette ambition, c'est à partir de ce moment on va voir les tests. Voilà comment on peut adapter nos tests à nos réalités. Rencontre échange de vos numéros, nous parlons du Sénat dans le cadre de la mise en place des institutions de la 5e République. Firmin Dekou Agbo est mon invité, il est journaliste, chroniqueur politique, c'est avec lui que nous faisons l'analyse. Alors, parlons de cette institution composée de deux groupes de personnes, à savoir ceux qui sont élus et ceux qui sont nommés par le chef de l'État. Concrètement, est-ce qu'il y a des deux catégories, est-ce qu'il y a une qui est plus lourde que l'autre, qui pèse plus qu'on est élu ou bien qu'on est désigné? Qu'est-ce qui a plus de poids? Vous savez, le président de la Cour constitutionnelle, il est nommé. Le président de la Cour suprême aux États-Unis, il est nommé. Il est nommé. Il a plus de poids ou pas? Est-ce qu'il y a... Regardez. Le président de la Cour suprême aux États-Unis, c'est quelqu'un qui est nommé. Vrai ou faux? Oui. Il est nommé. Voilà. Maintenant, le sénateur aux États-Unis, il est élu. Entre le président de la Cour suprême et le sénateur qui est élu, qui est le plus puissant, le président de la Cour suprême, il dirige toute une institution. Il est puissant. Donc la différence, ce n'est pas à ce niveau-là. Et aussi, les gens critiquent cette façon de faire la nomination, parce que l'article de la nouvelle Constitution le dit. Maintenant, cet article, on l'a sorti d'où? On l'a sorti de la Constitution de 1992. L'article 52 de la Constitution du 14 octobre de 1992 dit ou dispose les collectivités territoriales élisent 2/3 des membres du Sénat et le 1/3 désigné par le chef de l'État. C'est ce qui fut fait tout simplement. C'est ce qui fut fait. Donc c'est ce qu'on a repris dans la nouvelle Constitution. Sous la Constitution de 1992, c'était l'homme le plus puissant, c'est le président de la République. Donc c'est lui qui a cette possibilité, cette prérogative de nommer le 1/3
des membres du Sénat. Maintenant, sous la constitution de la 5e République, l'homme le plus puissant, c'est le président du Conseil. Donc, la loi lui reconnaît aussi cette possibilité, cette prérogative de nommer le 1/3 des membres du Sénat. Maintenant, vous savez, les gens font cet amalgame. Les gens disent comment Fonia Simbi qui n'est pas élu, il va se permettre de nommer. Oui. Vous savez, je le disais tout à l'heure en début d'émission, je disais, vous savez, Sylvanus Olympio, c'est quelqu'un qui n'a jamais été élu de toute sa vie. Il n'a jamais été élu. Comment donc? Vous savez, je l'ai dit, lorsqu'on faisait les élections législatives de 1958, Sylvanus Olympio était en prison. Il était déchu de ses droits civils et politiques. Il n'a jamais été élu. Il ne s'est jamais frotté au suffrage universel. Maintenant, c'est à l'issue de cette législative où le CUT a remporté les législatives qu'on l'a libéré. Anel Santos a demandé à ce qu'on le libère. Et maintenant, quand on le libère, on le nomme Premier ministre. Il dirige un gouvernement où il n'a même pas été élu. Vous imaginez? Première chose. Deuxième chose, quand on faisait la campagne, c'était avec sa photo. C'était son mythe, son image qui avait fait remporter. Et les Togolais le connaissaient. Les Togolais l'aimaient. Nous sommes le 29 avril, ou avant, 2 semaines avant le 29 avril 2024, législative au Togo. Fonia Simbi ne se présente pas à ces législatives. Mais quand on voit toute la campagne qu'on a eu à faire au niveau de UNIR, vous allez juste voir les photos de Fonia Simbi. Donc les Togolais, à Bafilo par exemple, quand vous allez, quand on faisait campagne là-bas, c'était les images de Fonia Simbi. Donc quand les gens allaient voter, ils allaient voter pour qui? Pour Fonia Simbi. À Kara, c'était la même chose. À Lomé, c'était la même chose. Sur toute l'étendue du territoire national, avec UNIR, les gens votaient indirectement Fonia Simbi. Donc l'histoire de 1958 s'est reproduite au Togo en 2024. Donc, Fonia Simbi va être à la tête d'un gouvernement où il n'a même pas été élu, bien sûr. Et de la même manière que Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio, lorsqu'il est devenu président, il est devenu président du Conseil à l'époque, Premier ministre à l'époque, parce qu'à l'époque c'était un régime parlementaire. Il a fait modifier la Constitution. Il a sorti de ce régime parlementaire pour avoir un régime présidentialiste, que moi j'appelle régime présidentiel, une nouvelle Constitution. Et là, il a fermé la porte à toutes les oppositions, bien sûr. Il enfermait des gens, il torturait des gens, il enfermait des gens même à Mango, ainsi de suite. Et il a fait un semblant d'élection, il n'a même pas été élu. Il ne s'est pas présenté, il n'a pas été élu, mais il est devenu président de la République en 1961. Donc je pense que c'est la même chose qui s'est reproduite ici. Sylvanus Olympio n'a pas été élu lors des législatives de 1958, Fonia Simbi n'a pas été élu lors des législatives de 2024, mais il sera le prochain président du Conseil. Donc Sylvanus Olympio n'a pas été élu, mais il avait le pouvoir de Premier ministre. Fonia Simbi n'a pas été élu, mais il a le pouvoir de président du Conseil, parce que le peuple togolais, indirectement, lui a conféré ce pouvoir le 29 avril 2024. Il faut que juste que les gens... Alors, ce parallèle que vous faites là, il faut que ce soit suffisamment clair dans l'esprit des gens. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur notre pays quand on parle de ce monsieur, ce grand homme, Sylvanus Olympio, n'est-ce pas? Oui, bien évidemment. Il faut que vous avez parfaitement raison. Vous savez, lorsqu'on était encore très jeune et qu'on nous parlait de Sylvanus Olympio, oui, on le prenait pour moi, je le prenais pour un dieu, en fait. Je me disais que il y a des mecs trop mauvais. Que Sylvanus c'était le meilleur. Mais quand j'ai commencé par fouiller en tant que journaliste, à interroger des gens qui n'est-ce pas interrogé, ceux-là qui ont fait l'histoire, il y a des gens qui sont encore vivants, des personnes du 3e âge. Quand vous les interrogez, mais Sylvanus Olympio, il avait une ambition pour le pays. Il avait un beau programme économique pour le pays. C'est Zeus Ajabo qui m'a dit un jour en 2010 que Sylvanus Olympio, ce qu'on appelle la Sud de l'Afrique, il avait l'ambition de construire, de faire du Togo la Sud de l'Afrique. Mais son erreur, c'est que s'il fallait même marcher sur des hommes, pour y arriver, il était prêt. C'est là où il avait fauté, en fait. Donc, mais Sylvanus Olympio... Ce n'est pas son procès, en tout cas. Non, ce n'est pas son procès. Non, c'est pour dire... C'est un chef d'État. C'est notre président aussi. Nous avons le droit, tous les droits possibles pour pouvoir le critiquer. Tout comme nous critiquons Yadema. Tout comme nous critiquons Gruniski Olympio. Tout comme nous critiquons Kleber Dadio. Vous imaginez, tout comme nous critiquons Fonia Simbi, c'est notre droit de critiquer Sylvanus Olympio. C'est notre président. Nous critiquons Général de Gaulle, nous critiquons Sarkozy. Donc nous avons le droit... Ce droit-là de critiquer Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio, il avait un bon programme économique. Il voulait faire du Togo quelque chose. Mais de l'autre côté, c'était un vrai dictateur. Il enfermait des gens. Il torturait des gens. Il avait enfermé. Quand il y a des mains venues, c'est quand il y a des mains venues qu'il a fait libérer un certain nombre de choses. Un nombre de gens. Vous imaginez, c'est Anani Santos même qui l'a porté au pouvoir, qui lui a remis la primature en 1958. Mais quand il est sorti de prison, il a fait enfermer Anani Santos. Il a fait enfermer d'autres personnes. Il interdisait aux opposants de participer aux élections. Il les enfermait. La liberté de presse, on n'en avait pas au Togo. Mais les journalistes, ils avaient tous les problèmes possibles. Mais économiquement, il était très bon. Il avait pris de l'avance sur son temps.
Il avait une ambition. Mais sur le plan politique, c'était un vrai dictateur. Je ne sais pas si vous avez suivi. Vous êtes mon aîné, vous êtes mon doyen. Je vous respecte. Mais c'est une manière de parler. Je ne sais pas si vous avez suivi Atouché Aboubli. Il a dit que si on avait laissé Sylvanus Olympio jusqu'à la fin de sa vie naturelle, il allait être un dictateur. Mais un dictateur éclairé. Il avait dit en 2008 ou en 2007, avant son assassinat, ou avant son décès. Mais c'est-à-dire, les grands, ceux-là qui ont fait l'histoire, qui peuvent être objectifs et sérieux avec nous, nous dirons simplement que Sylvanus Olympio, il avait un bon programme économique, il avait une ambition pour le pays, mais c'était un dictateur. Et Yadema, je ne veux pas parler de Yadema, mais vous savez, on a toujours parlé de... C'était mardi ou mercredi, je parlais avec quelqu'un qui est un opposant à Yadema, qui me disait que Yadema, c'était un homme charismatique. C'est après qu'ils s'en sont aperçus. C'est ça. Alors, revenons, n'est-ce pas, à la composition de ce Sénat. Le chef de l'État a pris des gens dans l'opposition, dans certaines formations de l'opposition. Est-ce que c'est pour les phagocyter? Est-ce que c'est pour une volonté d'ouverture? Qu'est-ce que c'est? Dans son pouvoir discrétionnaire, il a choisi des gens qui sont d'autres chapelles politiques en dehors de l'Union. Non, si vous avez phagocyté, si le chef d'État, là où il est Fonia Singé, si après ça va passer 20 ans au pouvoir, son ambition, c'est de phagocyter une quelconque opposition. Je me dis qu'il n'a pas d'ambition. C'est ça. Si après ça va passer 20 ans au pouvoir, si c'est phagocyter une opposition qui va l'aider à construire le pays, je me dis qu'il n'a pas d'ambition. Il n'est pas à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a eu des cris. Des gens lui ont dit non. Il faut que tu prennes des gens dans l'opposition. Pourquoi? Parce qu'à l'Assemblée nationale, on a déjà fauté, c'est-à-dire on a fait les législatives. L'Union a la large majorité. C'est ça. Et à l'Assemblée nationale, au Sénat aussi, cette deuxième chambre, on va avoir qu'unir. Ce ne sera pas possible, ce n'est pas tout intéressant. Donc je pense qu'il a écouté ce cri de cœur, il s'est dit, donc, il s'est placé au-dessus de la mêlée. En homme de vertu, en sa qualité de chef d'État. En sa qualité de père de la nation, de père spirituel de la nation, il se dit qu'il a besoin de tout le monde. Là, il ne s'est plus positionné comme un membre du NIR ou un chef du NIR, chef de parti politique. Il s'est positionné comme un président de la République. Qui est là, qui est garant de la continuité de l'État, qui est garant, le symbole de l'unité nationale pour dire j'ai besoin de tout le monde. Et il s'est dit, donc, il faut que je prenne au niveau de l'opposition. Il a pris des gens qui le critiquaient. Quand on voyait Abbas Kaboua l'avait critiqué entre-temps. Quand on voyait les Beliki, la CPP, les Demkodjo l'avaient critiqué. Mais c'est des partis qui l'avaient critiqué. Il y a des gens qui l'ont critiqué. Mais s'il a eu à prendre ces gens-là, oui, il a misé sur ces personnalités-là, et ces personnes du troisième âge, regardez, Beliki à côté, plus de 60 ans. Abbas Kaboua, plus de 60 ans. Diassouna Traoré, plus de 60 ans. Qu'est-ce qu'eux, ils n'ont jamais mangé dans cette vie et qu'ils vont vouloir manger maintenant? Ça veut dire, quel est ce privilège qu'ils n'ont jamais eu? Vous voyez Diassouna, par exemple, il a son cabinet. Beliki, c'est un puissant syndicaliste qui a eu à parcourir, à la retraite, qui a eu à parcourir le monde, qui a le petit pain. Oui, mais c'est pour assurer le vieux jour. Non, vous croyez... Non, c'est pour arriver à cette conclusion. C'est pour dire en réalité que ceux-là, ils ne vont plus trop se battre pour de menus frottins. C'est ça. Peut-être ils se disent, Fonia Singé dit non, ceux-là, ils vont se battre pour l'intérêt du pays. Si, par leur jeune âge, ils se sont battus pour avoir le minimum. Aujourd'hui, ils ont déjà le minimum. Ils vont plutôt plus penser à ce qu'ils vont laisser pour leur génération, le Togo de demain. Donc, ils vont plutôt plus faire émerger de nouvelles idées, parce qu'ils ont eu à parcourir le monde. Il a besoin de ces idées-là. Ils ont de l'expérience. Les gens, ils ont de l'expérience. Expérience politique. Par exemple, vous voyez les Beliki, ils peuvent parler de l'histoire du Togo. Vous voyez les Diassouna Traoré, ils peuvent parler de l'histoire du Togo. Vous voyez les Abbas Kaboua, ils peuvent parler de l'histoire du Togo, de comment les gens dirigeaient ce pays. Donc ceux-là, ils ont eu certaines expériences. Ils pourront dire à Fonia Singé, monsieur le président, vous savez, si on peut faire ci, on peut faire ça, ça peut nous aider. Moi, je pense qu'il a plutôt besoin de ces expériences-là pour pouvoir continuer. Et aussi, par exemple, Kagbara. Innocent Kagbara. Il a pris une génération. Oui, c'est pour dire qu'il faut faire aussi avec les jeunes. Parce que Fonia Singé, vous savez, en juin prochain, il aura 59 ans. L'année prochaine, il aura 60 ans. Lui aussi tire vers son troisième âge. Deuxième match. Donc, on vous l'appelle deuxième match? Oui, deuxième âge. Ah, deuxième âge. Oui, il est déjà là. À l'année prochaine. Soixantaine, oui, soixantaine déjà. Soixantaine, oui. Vous savez, quand vous avez cet âge, quelquefois, vous avez besoin de jeunes pour vous rappeler certaines choses.
Oui, la technologie, tout ça, c'est comme nos enfants, ils savent bien manipuler nos portables mieux que nous. Donc, il a besoin aussi de cette jeunesse-là. Là, il nous sent encore sont plus jeunes. Il a déjà une expérience au niveau de l'Assemblée nationale. Il a fait 6 ans, presque 6 ans à l'Assemblée nationale. Les Sénats, et puis l'UFC, parti historique. Donc, il a besoin de ce parti-là aussi pour éviter des clivages. L'UFC, dans le temps, c'était quelque chose sur le plan opposition. Donc, le parti de Kagbara aussi, de son père, là, a eu à le contester. Donc, c'est pour dire, j'ai besoin de tout le monde, en fait. En tant que père de la nation, entre guillemets, j'ai besoin de tout le monde pour éviter des clivages. Donc, quand on a UFC, on n'a pas UFC à l'Assemblée nationale, mais on a UFC au Sénat. Quand on n'a pas le parti de Kagbara à l'Assemblée nationale, mais on l'a au Sénat. Quand on a bâti, c'est le système moderne. Vous imaginez, on a bâti le gouvernement. On a bâti aujourd'hui au niveau du Sénat. Je me dis qu'il a besoin de cette partie. Et il a besoin de cette jeunesse-là pour lui proposer de nouvelles choses. Parce que quand des personnes peut-être de 3e âge vont avoir leurs yeux pour voir peut-être certaines choses au niveau des thèses, les jeunes vont leur rappeler que non. Sur le plan de la modernité, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Pourquoi ne pas insérer l'intelligence artificielle? Pourquoi ne pas insérer Android? Pourquoi ne pas insérer, par exemple, comment on fait ci, comment on fait ça, sur le plan moderne? Donc, c'est une manière d'avoir une certaine cohésion, comme on l'appelle. On a besoin de tout le monde pour construire la cohésion nationale. Moi, je pense que c'est pour cela qu'il a fait élire, nommer ces opposants-là, une certaine ouverture, que, en tout cas, subjectivement, moi, j'apprécie. C'est ça. Alors, à cela s'ajoute... C'est vieux, hein, enfin, ces personnalités connues du monde politique togolais au sein du système. Quand on revoit les Barry Moussa Barké, quand on revoit comment il s'appelle celui, le doyen d'âge, oui. Un retour en scène. Non, vous savez, sur ce point, j'ai fait deux observations. Oui. La première observation, c'est que vous savez, Barry Moussa Barké, par exemple. Barry Moussa Barké, oui, je prends Barry Moussa. Oui, Barry Moussa Barké, c'est quelqu'un qui a fait avec le père. Et il a fait avec aussi le fils. Je l'ai dit, Fonia Singbe, il vient de passer un certain nombre d'années à la présidence. Il se dit maintenant que ceux-là, ils m'ont déjà servi. Il a eu le temps de les connaître, c'est ça? Il a eu le temps de les connaître. Maintenant, il faut les envoyer un peu au Sénat pour qu'ils contribuent aussi d'une manière ou d'une autre au développement du pays sur un autre volet. Maintenant, il a besoin d'une, peut-être, dans son entourage, de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités pour faire peut-être mieux ce que les Barry Moussa Barké faisaient. Par exemple, les Damadramani, les Ayassor, le doyen d'âge, des gens qui ont eu affaire avec le père, qui ont essayé de construire le Togo d'une manière ou d'une autre, qui ont apporté leur contribution, qui ont essayé de construire l'administration togolaise, qui ont essayé de construire les forces armées, qui ont essayé de construire la gendarmerie, tout ce que nous avions, qu'il faut essayer de venir retrouver. Il se dit non, maintenant il faut les envoyer là. Donc par exemple, et il se dit aussi, donc les Barry Moussa Barké, c'est des gens qui ont une certaine expérience. Il ne faut pas aller les garder à la maison. Il faut qu'ils les envoient au Sénat. Ils peuvent encore se donner des ressources capables de servir le pays, c'est ça? Oui, vous savez... Et à côté, il y a aussi des jeunes tout aussi compétents. Hein. Oui, bien sûr. Vous savez, on parle du Sénat. Vous savez, je ne sais pas, c'est une lacune à mon niveau, peut-être que je reconnais, ou c'est par rapport à mon âge, mais je n'avais jamais entendu Barké parler. Mais, oui. Il parle peu, hein? Il parle peu. Mais c'était la première fois, l'autre fois, quand j'ai écouté son discours. Mais c'était un beau discours, avec des mots simples, savamment bien choisis. Quand il a été désigné comme président. Quand il a été désigné comme président du Conseil. Président du Sénat. Du Sénat. Attention, non, c'est... Allez-y, donc, président du Sénat. Oui. C'est ma première fois de l'écouter. Mais l'homme, il parle bien. Je me dis, mais... Donc c'est normal que des gens aient dit qu'on a écrit en France, faites comme Barké. Faites comme Barry Moussa Barké lorsqu'il avait fait ses études en France. Donc, souriadement, c'est normal que les gens l'apprécient. Et en suivant une partie de son discours, je me dis, oh non, le gars, il est bon. Donc, tout d'abord, il est bon, intellectuellement, en termes d'expérience, et aussi à la tête du Sénat. Avoir Barry Moussa Barké à la tête du Sénat, c'est quelque chose de prestigieux. Ça. Ouais, vous imaginez, c'est quelque chose. Pour l'image du pays. Pour l'image du pays. Un Barry Moussa Barké, président du Sénat, du premier Sénat au Togo, moi je pense que c'est quelque chose d'historique. Donc qu'il faut applaudir des deux mains. Moi, c'est ça, je le dis à titre subjectif, c'est selon moi en fait. Donc je me dis non, ça on peut avoir Barké et il peut toujours servir. Vous savez, le Togo c'est un pays difficile, il faut le reconnaître. Le Togo a connu des situations extrêmement difficiles. Dieu
étant toujours avec nous, on n'est jamais passé au pire. Le Togo a eu à connaître des situations extrêmement difficiles. Les Barry Moussa Baki ont été témoins de l'histoire. Aujourd'hui, pour apaiser les choses, avoir des jeunes, assez de jeunes à l'Assemblée nationale, ils peuvent faire voter un certain nombre de lois. Mais quand peut-être ça arrive au Sénat, sous les yeux de ceux qui ont traversé les temps de l'histoire du Togo, les Barry Moussa Baki vont dire non. Ça là, il faut enlever ça. Vous y croyez fermement? Oui, j'y crois. Ça là, oui. Vous savez, la bonne foi est présumée. Je compte sur la bonne foi. Ils vont se dire non, ça là, il faut enlever, ça là, il faut enlever. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on peut avoir tout le monde, on peut avoir une certaine injustice électorale. C'est-à-dire, dans une région, peut-être localité peut dire, je vote uni à 100%. Mais au niveau du Sénat, on essaie de corriger l'injustice territoriale. Vous imaginez, on essaie de corriger pour qu'il y ait de l'équilibre au niveau de la territorialité. Pour que tous les territoires soient représentés. C'est ça ce que le Sénat vient faire. Le Sénat vient faire dans tous les pays au monde. Le Sénat vient corriger l'injustice de territorialité. Donc eux, ceux-là, ils sont là pour corriger les injustices. Au-dessus de l'Assemblée nationale? Au-dessus de l'Assemblée nationale, arrêtez, on l'appelle comment? La chambre haute. C'est-à-dire, ils voient ce que les autres ne voient pas. C'est la chambre qui est haute. Elle voit ce que l'Assemblée nationale... C'est la chambre basse. Les autres, on l'appelle, l'Assemblée nationale l'appelle la chambre basse. Oui, dans certains pays. Oui, on l'appelle la chambre basse. Parce que les sénateurs, à part de sénateurs, eux voient. Gérard Larcher, le président du Sénat français, je pense que c'est comme ça on l'appelle, Gérard Larcher, il a plus de 70 ans. Quand vous le voyez marcher, tout ça, c'est quelqu'un qui est un peu fatigué. Donc c'est des gens qui prennent la parole difficilement, mais qui se prononcent sur des questions épineuses. Vous imaginez, quand on les construit, ils se prononcent sur des questions épineuses. Donc, par exemple, quand peut-être il y aura une certaine injustice au niveau législatif, au niveau de l'Assemblée nationale, quand cela va arriver à leur niveau, ils vont se dire non, on peut corriger cette injustice-là. Parce que Barry Moussa, qu'est-ce qu'il cherche encore? Il va vouloir commettre de l'injustice pour qui? Pour lui? Avec tout ce qu'il a, avec tout ce que ses enfants ont, vous imaginez des gens qui ont travaillé, moi je ne connais pas sa fortune, mais je sais que c'est des gens qui ont eu à travailler, vous avez été conseiller de Yad pendant des années, donc vous ne serez pas pauvre quand même. À condition qu'on leur laisse la main libre pour pouvoir travailler et faire les tests, de beaux tests, comme vous le dites, avoir ce regard de rééquilibrage, n'est-ce pas, de justice beaucoup plus dans leurs actions. Oui, vous savez, moi je le dis toujours, si Paul Yassib Baptiste avait passé 20 ans au pouvoir, il ne veut pas laisser la main aux gens pour pouvoir travailler. Pour faire quoi? Pour s'amasser encore de richesse? Il en a suffisamment quand même. Il a dirigé le pays pendant 20 ans. Vous imaginez? Et il continue de diriger le pays. Donc il passe on est en train de muter vers un autre régime. Et donc, ce à quoi il peut véritablement penser, c'est ça, tout d'abord, comme tout bon politicien, on pense juste, la première chose, on pense à conserver son pouvoir. Bien sûr, à part ça, mais les moyens à cette disposition. C'est ce qui est en train d'être mis en place, hein, la conservation du pouvoir. Oui, on conserve son pouvoir. Quand vous êtes président, on ne scie pas l'arbre sur lequel on est assis, quand même. On ne scie pas l'arbre sur lequel on est assis. Donc, la première chose, en tant que dirigeant, lorsqu'on a le pouvoir, on fait comment? On le conserve. Vous savez, je le dis toujours, les sciences politiques, on dit, le parti politique, son ambition, c'est de conquérir, d'exercer le pouvoir, n'est-ce pas? Mais c'était l'ancienne définition. Maintenant, on dit, l'ambition, c'est quoi? C'est de conquérir, d'exercer le pouvoir et de le conserver. Donc, c'est ça en politique. Fona Singbe va penser à conserver son pouvoir, mais la deuxième chose, c'est de contribuer au bien-être de la population. Donc, s'il place Barry Moussa Baki là, à la tête du Sénat, ou s'il demande à ce qu'on élise Barry Moussa Baki à la tête du Sénat, et qu'il ne lui laisse pas la main libre, donc je sais pourquoi il l'a envoyé là. Donc, c'est une perte de sous. Ça va juste être une perte de sous, ça doit être juste une perte je ne sais pas comment le dire, mais ça va être compliqué. Ce n'est pas trop intéressant à ce endroit. Justement, on pense que c'est aussi une façon de peser sur le budget de l'État. On parle de Sénat budgétivore. Ils pensent qu'on n'en a pas besoin dans les conditions actuelles de la situation, puisque ça va gonfler le budget de l'État. Vous savez, ceux-là qui nous dirigent, vous les prenez pour de si mauvais politiciens, de si mauvais mathématiciens. Quand les gens disent ça, moi je ne comprends pas. On est combien? Comme 61 sénateurs par rapport à un pays. 61 sénateurs. Donc, il va nous aider. Tous les avantages liés à leur fonction. Non, on a combien de fonctionnaires au Togo? On n'a même pas 1 million de fonctionnaires. Vous imaginez? Et 61 sénateurs, on va dire que ça pèse. C'est 113. Plus 113, c'est ça? Non, puisque... Oui, non, moi, pour moi, c'est rien. Ça veut dire que donc, les gens pensent que nous sommes si pauvres
Vous imaginez, 61 sénateurs. Écoutez, il y a aussi quelque chose que les gens ne voient pas. Oui. Vous savez, avant, on faisait les élections présidentielles. C'est des milliards. Vous imaginez, si on était en 2025, on serait en train de mobiliser des milliards. Des milliards, oui. Plus de 4 milliards, plus de 5 milliards pour les élections présidentielles. Donc ces milliards-là sont là. On va juste prendre une partie pour pouvoir gérer les sénateurs. Donc on n'a pas perdu. En termes de finances, on n'a pas perdu. Donc on n'est pas allé chercher d'autres moyens. Non, les milliards dont on dispose souvent, dont on a besoin souvent pour organiser les présidentielles, ces milliards-là sont là. Donc on va juste prendre une partie pour gérer 61 sénateurs. Donc on va les répartir sur 12 mois, c'est rien. Vous imaginez par exemple, si un sénateur doit prendre 1 million, prenons exemple, on dit un sénateur prend 1 million. 1 million, c'est 61 millions par mois. 61 millions fois 12. C'est rien par rapport à un État. C'est rien par rapport à un État. À tout ce qu'ils vont apporter en termes d'expertise, en termes d'intelligence, en termes d'expérience, en termes de ressources, moi je me dis 61 millions, c'est rien. Donc on n'est pas si pauvre, ne raisonnons pas comme ça. Si le Sénégal est arrivé à supprimer le Sénat, parce que le Sénégal est plus grand, et quand vous allez, le Sénégal est plus grand, le Sénégal en termes de besoins et autres, c'est beaucoup plus grand. Et aussi, ils ont eu à lancer de grands projets. Mais 61 sénateurs, moi je pense que ça ne représente rien pour le Togo. C'est pratiquement rien. On n'est pas si pauvre. Ceux qui dirigent Fonya Singbe n'est pas un si mauvais mathématicien. Il a fait ses calculs. Et regardez, le budget consacré au présidentiel au Togo, ce budget est toujours là. Donc on va juste chaque fois prendre une partie. Et puis ce que les gens ne voient pas. Vous savez, ce régime parlementaire, ça va nous aider à avoir une certaine stabilité sur le plan électoral. La première chose, c'est que, vous savez, on a fait les sénatoriales cette année. Les prochaines élections au Togo sera quand, à part les locales. Si on fait les locales, les prochaines élections, ce sera 6 ans après. Oui. Donc, après 6 ans, on fera les élections générales. On aura les sénatoriales, on aura les régionales, on aura les législatives, on aura les locales. Vous imaginez? Donc, on va gagner en termes de stabilité. Avant, on faisait les législatives, peut-être 2 ans, on fait les présidentielles, peut-être 2 ans, après on fait les locales. Maintenant, 2 ans, 3 ans. Et économiquement, ça trouble le pays. Et ça fait fuir certains investisseurs, parce que les gens disent que dans des pays africains, où on fait régulièrement des élections, il n'y a pas trop... Il y a de l'instabilité. Maintenant, aujourd'hui, tous les investisseurs, tous les opérateurs économiques se disent aujourd'hui, le Togo est en train de connaître une certaine stabilité électorale, stabilité politique et stabilité économique. L'autre stabilité, c'est qu'en réalité, vous savez, Fonya Singbe, c'est lui le président du Conseil. Et selon la Constitution, c'est lui seul qui a la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Vous imaginez, si on était dans une situation où le président de la République, comme dans tout régime parlementaire, ou dans un régime parlementaire, le président de la République avait le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, on allait connaître peut-être une certaine instabilité, parce que le président se dit, aujourd'hui, moi je ne veux plus de Fonya Singbe, je ne veux plus de cette Assemblée, je dissous l'Assemblée. Or, Fonya Singbe, c'est lui le patron de l'Assemblée, c'est lui le seul patron qui peut dissoudre l'Assemblée nationale. Et c'est que quand il dissout l'Assemblée, ça veut dire qu'il renvoie toute l'Assemblée devant le corps électoral. Ça va créer encore des dépenses. Et ça va mouvementer tout son mouvement politique. Ça va lui créer assez de désordre. Et aussi, il ne serait pas si, peut-être, lors des législatives, les gens vont choisir autre parti. Donc, sur ce point-là, il va faire un effort pour ne jamais dissoudre l'Assemblée et aider l'Assemblée à aller jusqu'à son terme, à ces 6 ans. Donc, nous aurons à connaître, avec cette nouvelle constitution, la grande portée, c'est la stabilité électorale, c'est la stabilité politique et c'est la stabilité économique. Donc, moi, je dis que c'est quelque chose, c'est un avantage à tirer. Il faut, si vous arrivez à faire, on arrive à faire toutes ces lectures de la 5e République, je pense qu'on a beaucoup gagné et on aura beaucoup à gagner. Vous l'avez dit, c'est déjà dit dans les dispositions, Fonya Singbe sera le prochain président du Conseil des ministres, mais le débat tourne maintenant autour du prochain président de la République. Oui, c'est quelque chose... Il y a des noms qui circulent, hein. Oui, souvent, quand il y a des noms qui se commencent comme ça, il faut les oublier. Parce que Fonya Singbe, c'est quelqu'un qui aime surprendre. Ouais, il aime surprendre, vous savez, c'est un prince qui n'aime pas qu'on le gêne, qui n'aime pas qu'on lui impose des choses. Ouais, quand vous allez à cette direction, lui va de l'autre côté. C'est ça. Ouais, c'est quelqu'un qui aime surprendre. Donc on l'a connu. Il y a des journaux qui affichent déjà des noms, sur des visages. Je me rappelle, il y avait eu une année, le Clos, flambeau des démocrates, avait affiché l'image de Victoire Toumga-Dogbe comme Premier ministre. Alors qu'à l'époque, on s'attendait à ce qu'on nomme Dogbe Premier ministre. Fonya Singbe avait dribblé tout le monde. Et c'est quand on avait oublié Victoire Toumga-Dogbe que Fonya Singbe l'a nommé Premier ministre en 2020. Alors qu'est-ce que je vais essayer de démontrer, c'est qu'on a des noms
qui circulent. Des gens parlent même de J.K. Olympio. Qui aurait été contacté. Hein? Qui aurait été contacté. Mais je pense que... Mais si J.K. Olympio devenait président de la République... à l'international, ça va être quelque chose. On va dire, oui, à l'international, ça va être... Mais ils vont critiquer quoi, au fait? Parce qu'ils vont tomber dans un piège. Parce qu'ils ont dit, il y a le pouvoir, Gnassingbé, c'est quoi? C'est du père au fils. Donc aussi, lui, lorsqu'il va devenir président de la République, on va dire, oui, le papa a été président et lui est président. Donc il y aura des critiques aussi qui vont fuser à son endroit. Donc ils sont en train de faire peut-être, ils seraient peut-être en train de faire tout ce petit calcul-là pour ne pas tomber dans ces critiques-là de journalistes ou d'autres acteurs. Mais J.K. Olympio, il est aujourd'hui fatigué. Oui, près de 90 ans. Le poids de l'âge. Oui, oui, donc il est un peu fatigué. Donc on doit, connaissant Faure Gnassingbé, on doit prendre un Premier ministre, un président de la République qui est effacé. Parce que vous savez, il y a quelque chose. Il y a le président du Conseil qui est tout puissant, qui gère tout. Et le président de la République est là à titre honorifique. Oui, oui. Les terres sont claires là-dessus. Les terres sont claires, mais le président de la République, c'est le président de la République. Vous imaginez quand vous arrivez dans une salle, on dit, monsieur le président du Conseil, tout le monde va se lever. Mais monsieur le président de la République, c'est quelque chose. C'est pour ça que moi je dis même qu'en réalité, il y a des pays qui ont supprimé l'exécutif bicéphale. Pourquoi ne pas avoir juste un exécutif à monocéphale, une seule tête? On a un président du Conseil, on a un président du Conseil. Par exemple, au Bénin, vous connaissez le nom du Premier ministre? On n'a pas. Le Bénin n'a pas de Premier ministre. C'est l'exécutif monocéphale, une seule tête. C'est un seul qui dirige. Vous imaginez, il a un gouvernement, et puis des gens lui rendent compte, c'est ça. Donc pourquoi ne pas? Parce que à l'avenir, je pense, je ne vous souhaiterais pas que ça dérange un peu. Parce que il y aura beaucoup de choses. Connaissant l'histoire du Togo, président de la République, président du Conseil, le président de la République, il aura bien sûr un rôle honorifique. Mais quand on prend un jeune, peut-être qu'on dit la personne doit avoir au moins 50 ans. Si on prend un jeune de 55 ans, qui est un peu fou, encore fou dans la tête, ça va être compliqué pour le président de la République. Il va être un peu agité. Alors qu'il faut un conflit de compétences. Oui, c'est ça en fait. Conflit de compétences. Non, mais les têtes sont claires. Les têtes sont claires, mais on sait, l'humain, c'est l'humain. L'humain, c'est l'humain. Et peut-être il va exprimer ses mécontentements quelquefois. Regardez par exemple, il y a la flamme de l'indépendance qu'il faudra ranimer. Qui va le faire? Qui va le faire? Il y a le 27 avril qui est là. Qui va présider la cérémonie? Or, l'article, je pense que c'est l'article, j'oublie, de la nouvelle constitution qui dit le président de la République, c'est l'article 40, je pense, le président de la République est le chef de l'État. Il est le symbole de l'unité nationale. Dans la nouvelle constitution, le symbole de l'unité nationale, ça veut dire le 27 avril, c'est le président de la République qui doit présider la cérémonie. La flamme de l'indépendance, l'indépendance, c'est le symbole de l'unité nationale. C'est le président de la République ou c'est le président du Conseil. Vous voyez déjà, c'est quelque chose. Connaissant l'histoire du Togo, ça va être quelque peu, peut-être ça peut engendrer un conflit institutionnel. Alors, moi je souhaiterais qu'on revoie bien ce côté-là. S'il faut retoucher le texte pour éviter de petits conflits institutionnels, un conflit institutionnel, moi je pense que ça peut nous aider à l'avenir. Ça peut nous être utile. Mais le président de la République, il faudrait qu'on peut-être mette la main, que l'Assemblée, parce que c'est les groupes parlementaires qui doivent proposer le candidat, donc que l'Assemblée nationale nous propose quelqu'un de très effacé. Parce que Faure Gnassingbé n'aime pas de bruit. Il n'aime pas qu'on le dérange. Vous le connaissez bien, hein, Philippe? Oui, c'est quand vous le suivez, il n'aime pas de bruit. Il dit, 3 minutes. Vous imaginez? Lors du campagne électorale. Donc vous savez, c'est quelqu'un qui n'aime pas de bruit. Donc avoir un président de la République, quelqu'un qui est au-dessus de lui, et puis qui l'embête, et puis qui va lui faire ombrage après. Qui va lui faire ombrage après. Nous sommes en politique, parce que c'est lui le patron maintenant. Vous imaginez un chef d'État qui fait 20 ans pour pouvoir, il faut le craindre. Parce qu'il a eu à parcourir le monde. Il a eu à parcourir les chefs d'État. Il a eu à travailler avec Chirac. Il a eu à travailler avec Sarkozy. Il a eu à travailler avec François Hollande. Il a eu à travailler avec Bush père. Il a eu à Bush fils. Il a eu à travailler avec Obama. Il a eu à travailler avec l'actuel président, Donald Trump, Biden, avant Donald Trump encore. Il travaille avec Macron. Vous imaginez? C'est quelqu'un qui a rencontré des diplomates de par le monde, des présidents chinois, des premiers ministres japonais, tout ça. Donc il connaît des gens. Qu'est-ce que toi tu vas lui dire? Donc vous imaginez? Donc avant que tu ne commences pas à t'exprimer, il sait ce que tu penses. C'est quelqu'un qui est dans ce milieu politique, milieu compliqué, milieu difficile pendant 20 ans. Et qui fait face à tous les coups.
Vous imaginez, il y a eu des coups d'État qu'on a avortés. Il y a des gens qui sont toujours en prison. Il y a des choses qui se passent. On met la main, il gère l'armée, il gère la gendarmerie, il gère l'administration. Pendant 20 ans, vous imaginez, il a vu agarrer certains, ceux-là qui l'ont porté au pouvoir, les Zakari Nandia, qui sont aujourd'hui à la retraite. Des gens, il y a des gens même qui sont morts. Vous imaginez par exemple, ceux-là qui ont assuré l'intérim, Abbas Bonfo, qui est devenu président, ceux-là sont morts. Donc, il avait connu un certain nombre de personnalités. Il avait travaillé à couture un certain nombre de personnalités. Ceux-là, vous allez lui dire quoi maintenant? Vous devez les craindre. Et quand vous commencez par lui mentir, il sait que vous mentez. C'est ça. Parce qu'il a eu à connaître des gens mieux que vous. Donc celui-là, il ne faut pas lui faire ombrage. Il y a des choses qu'il peut ne pas supporter. Il y a des choses qu'il n'aimerait pas supporter. Donc avoir un chef d'État, vous imaginez, un chef d'État, qui lui fasse ombrage, ça va être quelque chose de compliqué pour lui. Très bien, très bien. Ce que nous sommes en transition, et cette élection va finir le mois prochain, théoriquement, le 6 mai, n'est-ce pas? On doit connaître tout ça là. Ça va être clair pour tous les Togolais. Hein. Oui, c'est pour cela que... Le président du Conseil, le président de la République. Hein. Non, continuons la liste. Oui. Il y a le protecteur du citoyen. Il y a la nouvelle HAC qu'il faudra mettre en place. Oui. Et quand on met la nouvelle HAC en place, ça veut dire la nouvelle loi organique de la HAC. Il y a la nouvelle APLUSIA qu'on va mettre en place avec sa nouvelle loi organique. Il y a le protecteur du citoyen qu'il faudra mettre en place avec sa nouvelle loi organique. Il y a la nouvelle Cour constitutionnelle qu'on va mettre en place parce que selon la nouvelle disposition constitutionnelle, le président du Conseil doit nommer 3 aussi. Vous imaginez, les sénateurs aussi doivent proposer. Donc ça veut dire qu'il y a cette nouvelle Cour constitutionnelle et d'autres institutions, assez d'institutions à mettre en place avant le 5 mai. L'article 95 dit les nouvelles institutions de la 5e République doivent être mises en place dans un délai n'excédant pas 12 mois. Vous imaginez donc, il faut mettre tout en place avant le 5 mai. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Moi, je pense que ça va être très difficile. Soit l'Assemblée va travailler de façon féroce pour mettre à disposition toutes ces lois organiques-là, et qu'il faut ait des personnalités sous la main pour pouvoir les nommer, pour pouvoir mettre en place toutes ces institutions. Mais je pense que ça va être difficile. Pratiquement, ça va être tellement difficile, et moi je demande... C'est pour éviter de tomber dans un vide constitutionnel ou institutionnel. Non, on ne va pas tomber, mais on va juste violer la Constitution. Ah, d'accord. Oui, c'est ça notre première violation. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Vous imaginez, c'est ce que nous ne souhaitons pas. Parce qu'en réalité, lorsqu'on élaborait la Constitution, un an là, c'était un peu trop court, juste. Donc il fallait juste mettre 1 an et demi ou 18 mois. Et là, peut-être on aurait encore 6 mois pour pouvoir mettre en place les autres institutions. Maintenant, il va falloir que la Cour constitutionnelle se prononce. Peut-être le gouvernement, peut-être ils savent ce que nous sommes en train de dire. Ils doivent saisir la Cour constitutionnelle pour peut-être leur faire une certaine interprétation, ou peut-être nous donner encore plus de marge de manœuvre pour pouvoir avoir du temps nécessaire pour mettre en place les autres institutions de la République. Mais ce qui est sûr, le mandat de Faure Gnassingbé, ça prend fin le 6 mai, parce qu'il est l'actuel président de la République. Son pouvoir reste en place jusqu'à ce qu'il ne devienne président du Conseil. Lorsqu'il devient président du Conseil, selon la nouvelle constitution de l'article 97, il devient président du Conseil. Si on n'a pas encore le président de la République, il gère le poste de président du Conseil et le poste de président de la République. Les deux. Il va cumuler les deux. Oui, c'est confirmé le test. On dit les pouvoirs de l'actuel président de la République restent en fonction jusqu'à la prestation de serment ou jusqu'à l'entrée en fonction du président du Conseil et du président de la République. Vous imaginez. Donc, ce qui est important, ce que nous avons partagé, nous partageons chaque semaine un article de la Constitution. Cette semaine, nous avons partagé l'article 47, alinéa 4, qui dit, avant son entrée en fonction, le président du Conseil prête serment devant la Cour constitutionnelle. Alors, ce qui va être beaucoup plus intéressant maintenant, c'est que nous ayons un président du Conseil. Tout le monde le connaît. On a déjà fait les législatives. On dit, lorsqu'on fait les législatives, le chef de la majorité, c'est lui qui devient président du Conseil. Maintenant, le parti envoie le nom à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui se réunit et envoie aussi le nom à la Cour constitutionnelle qui organise la prestation de serment. Maintenant, on attend juste que UNIR envoie le nom à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale demande à la Cour d'organiser la prestation de serment pour que d'ici peu, avant la fin ou avant le 20 ou le 30 ou le 25, qu'on ait le président du Conseil qui prête serment et après on est le président de la République. Donc maintenant, toujours est-il que c'est le président de la République qui pose problème. Mais moi je souhaiterais que ce soit quelqu'un dépassé et aussi qui ne soit pas d'unir. Qui ne soit pas d'unir, en fait. Qui ne soit pas, que ce soit peut-être une personne de la société civile, peut-être qu'on ne connaît pas, qui devienne président de la République. Et aussi, mais il y a un critère géopolitique que nous ne devrions pas oublier. C'est la conférence nationale qui a engendré cette coutume-là. On dit lorsque le président est du Nord, le Premier ministre il est du Sud. C'est ça, n'est-ce pas? C'est pour cela que tous les premiers ministres que nous avons connus sous la 4e République, ils étaient tous du Sud. Maintenant, nous allons avoir le contraire.
dans quelques jours, nous aurons un Premier ministre, c'est-à-dire président du Conseil, qui est du Nord. Du Nord. Maintenant, de l'autre côté, à la tête, président de la République, on doit avoir quelqu'un du Sud. Sud. Mais tous ces codes-là, moi, je souhaiterais qu'on casse tout ça. Si quelqu'un est compétent, on doit faire abstraction de sa région ou de son ethnie. Si nous avons quelqu'un qui est du Nord ou du Sud, qui est bon, qu'on le passe à la tête de l'institution où on a besoin de lui. C'est ça qui est important. Merci beaucoup, Firmin, pour ce tour d'horizon de ces questions. Le temps qui nous est imparti passe très vite. Alors, les Gabonais sont aujourd'hui sur ce samedi pour désigner un nouveau président. Et sur le 8, c'est le chef de la transition qu'on a vu très rapidement. 5 secondes. Oui, vous savez, Oligui Nguema, c'est ça, il s'appelle. C'est ça, oui. Ouais, non, il va remporter la présidentielle et il va garder le pouvoir. Il va garder le pouvoir. Donc, il a fait un coup d'État. Bon, moi, ce que j'apprécie de lui, c'est qu'au fait, il passe de la voie militaire à la voie civile. C'est ça qui est important. Moi, je condamne toujours les coups d'État. Un coup d'État doit être toujours condamné. Il a fait un coup d'État, je le condamne. Aujourd'hui, il se mue maintenant en civil pour devenir président de la République. Donc, c'est son droit le plus absolu de devenir chef d'État. Donc, s'il avait toujours conservé le pouvoir et ne voulait pas laisser, c'est ça qui allait être compliqué. Aujourd'hui, donc il se dit, je deviens civil, et il organise les élections à sa manière. Mais c'est mieux que de rester militaire et de diriger un pouvoir avec un bras de fer, comme ce que nous voyons dans les autres pays. Là. Comme au Niger. Mais merci beaucoup pour ce partage d'idées, ces échanges qui arrivent à leur fin. Merci à vous, amis téléspectateurs, pour ce tour d'horizon, pour ce temps que vous avez accordé. C'était une réflexion sur le Sénat avec les membres de cette structure, de cette institution, entrant dans le cadre de la mise en place de la 5e République. Merci, Firmin, pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Si vous le permettez, en 2 mots, vous savez, notre centre de recherche de géopolitique internationale, nous venons d'avoir une représentation en Europe, plus précisément à Berlin, en Allemagne, où nous avons un compatriote qui le dirige, s'appelle Kani Kokoloko. C'est lui qui va nous organiser des conférences. Et bientôt, nous allons organiser des conférences dans ces pays-là d'Europe pour faire briller le Togo de par le monde. C'est cela. Merci et du succès. Merci beaucoup. Au revoir et je vous retrouve la semaine prochaine pour 2 réflexions. Pendant ce temps, portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt.